L'invité de la rédaction, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Michael Dian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et directeur de l'espace culturel de Chaillol et si je vous reçois, c'est évidemment pour nous parler de la 29e édition du Festival de Chaillol qui aura lieu du 18 juillet au 10 août prochain. On va quand même rappeler à nos auditeurs et à nos auditrices de Radio JM l'importance de ce festival majeur dans la région. Quelques chiffres peut-être, Michael Dian? Des chiffres, oui, c'est la 29e édition. C'est un événement estival qui est donc la partie été d'une saison qui se déploie toute l'année. On fait à peu près une 55 dates par an, 55 concerts par an, beaucoup d'actions culturelles et c'est-à-dire de rencontres avec les habitants, avec des enfants, avec des personnes âgées, avec des personnes qui sont en situation de vulnérabilité pour toutes sortes de raisons. Et puis il y a aussi beaucoup de résidences d'artistes en accueil. Et là en ce moment, ce matin, Jean-Marie Machado, pianiste de jazz, compositeur, fignole un répertoire avec Keivan Shemirani, un grand musicien perse iranien, qui sont en résidence pendant 4 jours et ils vont présenter cet été un programme qu'ils ont fini de travailler dans les Alpes. Donc il y a tout ce travail un peu au secret qui permet d'accompagner les projets d'artistes et de les aboutir à un point de maturité qui nous permet ensuite de les présenter au public. Alors évidemment, ça va se passer du 18 juillet au 10 août, donc presque, un peu plus de 2 semaines à peu près, c'est ça ? Un peu plus de 3. Un peu plus de 3 semaines, voilà. 3. Combien de musiciens sont prévus sur cette édition ? Et aussi ce qui est intéressant, et vous l'avez un petit peu dit, quelles sont les origines de ces musiciens ? Parce qu'il n'y a pas que des musiciens français. Non, on accueille exactement 64 artistes cet été, 64 musiciens, chanteurs, musiciens, compositeurs, instrumentistes. Effectivement, de tous horizons, il y a des musiciens indiens, il y a des musiciens qui viennent d'Iran, il y a qui sont souvent résidents en France. On les fait pas venir de si loin. Des musiciens qui viennent du bassin méditerranéen. Donc on est vraiment sur cette idée des musiques d'aujourd'hui qui puisent chacune de ces musiques va puiser dans des terroirs musicaux à partir desquels ces musiques s'élaborent et voilà. Donc c'est vraiment il y a une grande diversité de sonorités, d'instruments. On a des instruments que on voit peu, un kanoun, une flûte ney, une flûte cavale, etc. Donc c'est vraiment une invitation à la découverte, à la diversité des expressions musicales du monde qui est le nôtre aujourd'hui. Complexe mais savoureux quand même. L'originalité de ce festival, c'est aussi les formes de spectacles que vous proposez au public. Il y aura de la musique au musée, mais aussi des conversations impromptues ou des ateliers découvertes. Expliquez-nous justement, vous, en tant que directeur et fondateur de cet espace culturel de Chaillol, l'importance de varier les plaisirs aussi pour que le public soit toujours au rendez-vous. Oui, c'est effectivement ça. Il faut toujours renouveler une proposition et en même temps, on creuse un sillon qui consiste à dire la musique, c'est pas juste un effet de surface, c'est pas juste le concert de 20 heures, l'artiste qui se présente à -5 et qui joue 2 heures. Il y a une vie de travail derrière ça. C'est un artisanat, c'est un très bel artisanat. Et cet artisanat, il est aussi le fruit d'une longue transmission. Donc on raconte ça. Les artistes prennent le temps de raconter d'où vient la musique qu'ils jouent, quels ont été leurs maîtres, leurs influences, etc. Et ça se fait à différents moments. Les conversations impromptues que vous citiez, c'est un plateau radio en public et en direct, avec une radio associative qui est installée dans l'Alsace depuis très longtemps, la radio Alpine Meilleur, qui est une très belle radio, qui a une belle audience locale, et on raconte avec les artistes autour de la table la nature des projets, de quoi ils sont faits. Il y a d'autres situations de concert où la musique est présente, au musée par exemple, c'est une déambulation dans les collections du musée avec une espèce de dialogue, de conversation entre ce que nous propose la conservatrice du musée comme œuvre, les accrochages du moment et le travail des artistes qui viennent en résonance proposer un moment de musique. Donc il y a plein de manières de faire de la musique autrement que dans l'interaction, le spectateur dans une salle noire face à une scène éclairée. Ce qui est aussi évidemment la richesse d'un festival. On a 25 ou 26 concerts le soir à 21h, mais tout au long de la journée, des ateliers de pratique, des stages, des initiations au chant, etc., des balades, comtés, toute forme
modalité de présence de la musique dans nos vies, quoi. Vous allez vous inspirer peut-être dans d'autres festivals pour justement recueillir des idées et les implanter sur ce territoire? Oui, il y a beaucoup d'abord la question du rapport de la musique aux habitants est un sujet que nous on creuse depuis 30 ans et que beaucoup d'autres que nous font aussi. C'est-à-dire que donc c'est toujours intéressant de voir ailleurs comment cette relation aux habitants, au public se noue. Après, il y a vraiment cette idée d'être au plus juste dans la relation avec ce qui nous entoure, que ce soit un paysage, un élément remarquable du patrimoine, ou plus modeste, une petite chapelle, et de dire tiens, qu'est-ce qu'on peut faire ici en fait, qui soit, c'est pas juste un décor en fait, il s'est passé des choses parfois dans les siècles qui nous ont précédés, et ces choses-là résonnent quand même dans le paysage ou dans l'architecture. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Et les gens qui sont là, qui vivent dans ces villages, sont des gens qui sont tout à fait conscients d'habiter sur un territoire qui est un terroir, qui a une épaisseur en fait historique, anthropologique, et donc c'est juste tout sauf une carte postale en fait. C'est ça qui est important. Alors chaque année, je vous pose la question, est-ce qu'il y a des spectacles incontournables, vraiment vos coups de cœur à vous, fondateur et directeur de l'Espace de Chaillol? Je sais que vous allez vous mettre un petit peu les gens à dos, mais on a envie de connaître vos pépites. Parce que je savais que vous allez me poser la question. Toujours. Donc oui, il y a des incontournables. Du premier soir au dernier soir, oui. Tout est absolument incontournable. C'est vraiment des projets qu'on a accompagnés, c'est une programmation comme celle-là, c'est à peu près 3 ans de travail, d'écoute, de discussion avec des artistes, vraiment d'accompagner la trajectoire de ces projets et parfois de les soutenir avec un peu de résidence, un peu de production, c'est-à-dire on injecte de l'argent dans les compagnies qui travaillent, enfin on soutient, et de cueillir ensemble le fruit au moment où on estime tous, la compagnie et l'équipe du festival, que le fruit est mûr, que c'est le moment de le présenter. Donc vraiment c'est ce travail j'ai l'impression d'être comme quelqu'un qui ne cesse d'explorer un territoire, pour un territoire musical au sens métaphorique et aussi très concret, pour essayer de faire une très belle carte en fait. Mais il y a aucun projet qui tombe de rien comme ça. Il y a pas de. On tape pas à votre porte et dit, bon, est-ce qu'on peut se programmer? Oui, en fait, on tape beaucoup à ma porte, mais en fait, ça se passe pas comme ça. Oui, il y a tout un travail. Ouais. Vous choisissez pas comme ça au hasard. Il y a une réflexion, j'imagine, en collectivité. Oui, et puis il y a une manière de comprendre la trajectoire d'un artiste pour savoir pourquoi il fait ce qu'il fait. Comment il a besoin d'être soutenu, encore une fois, et à quel moment il doit montrer son travail. Et donc ça vient d'un dialogue très, très fin avec tous ceux qui produisent de la musique, qui sont comme des producteurs dans un pays agricole. Hein. Si vous êtes un restaurateur et que vous voulez faire une carte un peu étoilée, vous devez connaître tous ceux qui produisent de belles choses, et ensuite avec eux, décider de comment on va composer un repas. Et il y a tout le travail d'élaboration qui est le propre de quelqu'un qui a une vision sur comment on compose un menu, un repas, et comment on organise ce temps qu'on passe ensemble autour de la table, en l'occurrence ici dans des salles de spectacle. Alors je vais parler à l'homme, Michaël Dian, et pas au fondateur et directeur de l'Espace de Chaillol. Quel est votre coup de cœur, celui vraiment qui vous a bouleversé, transcendé je vais dans votre choix? Quelque chose parce que, encore une fois, tout est absolument magnifique, mais j'ai une grande tendresse pour le travail de Julien Grassenbarbe, qui est un pianiste que j'ai découvert, imaginez-vous, dans une émission de radio de Marc-Alain Waknin, Talmudique. Et je recommande vraiment à tous vos auditeurs d'écouter cette émission où Julien Grassenbarbe, qui est un merveilleux pianiste, compositeur, mais qui est aussi un anthropologue, c'est-à-dire il a étudié, et c'est un des grands experts français de l'art du chant, de la chazanout dans les communautés juives du Portugal et de l'Espagne. Il est très inspiré de ça, c'est un musicien qui a une profondeur incroyable, et en écoutant les quelques minutes de musique de son album Loup vert, loup comme l'animal, et vert, donc avec cette idée de l'ouverture aussi qu'on a dans l'oreille, j'ai cherché à le joindre parce que j'ai trouvé ce disque incroyable. Alors vraiment un coup de cœur presque inexplicable. J'ai réussi à l'avoir au téléphone, on a déjeuné à Paris, et depuis on l'accompagne sur un projet dont on reparlera dans un an, j'espère. Mais là je programme donc cet album que j'ai découvert sur France Culture dans une émission de Marc-Alain Waknin, avec lequel d'ailleurs il travaille régulièrement, et ils ont de très très beaux dialogues entre justement la grande tradition herméneutique juive et les musiques inspirées par ces ressources-là. Voilà, c'était très très beau.
à écouter évidemment. Alors on parle de cette édition 29e édition du Festival de Chaillol, mais j'imagine que vous êtes déjà sur la 30e édition, celle de l'année prochaine. Absolument. Vous m'aviez dit d'ailleurs que vous prépariez, l'année dernière, je me rappelle très bien dans l'interview, la programmation 2-3 ans à l'avance, donc j'imagine que tout est déjà prêt pour l'année prochaine. Vous avez déjà en tête ce que vous allez proposer aux spectateurs? Alors, tout n'est pas, l'agenda n'est pas fait, etc. Mais il y a des choix qui ont été posés déjà. Donc il y a des conversations qui datent de 6 mois, 1 an avec des musiciens, avec des producteurs aussi, des gens qui accompagnent les musiciens qui produisent leur musique, qui savent qu'on va travailler ensemble tout au long de l'année 26 jusqu'au festival de l'été prochain, enfin de l'été 2026. Donc la programmation n'est pas faite, mais il y a vraiment des partis pris qui sont déjà très très posés. Mais je reviendrai vous en parler. Évidemment, ça sera quand même un tournant, presque la 30e édition. C'est quand même, ça montre aussi que vous êtes un acteur indispensable, un acteur culturel de ce territoire. Écoutez, en tout cas, ça nous met en joie. Nous, vraiment, je suis le premier étonné quand je dis 30 ans. J'ai des stagiaires aujourd'hui ou des jeunes gens des stagiaires ou des services civiques qui ont 23 ans. Qui n'étaient donc pas nés au moment où vous avez lancé. Alors, je leur parle des débuts et j'ai l'impression de parler de la préhistoire pour eux. Et moi, pour moi, c'était je me retourne et c'est presque, je peux toucher là, c'était juste là. Et en fait, non, il y a des générations, puis j'enseigne à l'université, donc je vois beaucoup de jeunes gens qui ont 20, 21, 22, et je leur parle des mondes culturels dans les années 90, et vraiment, je vois dans leurs yeux que je suis un ancien, quoi. Alors, effectivement, la longévité de ce festival nous pousse à penser que la culture se porte bien. Je recevais la semaine dernière Dominique Bluzet qui me disait qu'il avait vendu 80 000 places en moins de 10 jours pour les théâtres de Provence. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce qu'il y a aujourd'hui un enthousiasme autour de cette programmation sur cette 29e édition? Écoutez, il y a un grand appétit de culture. Et sous l'appétit de culture, moi je lis un grand besoin d'être ensemble, que les gens aient des espaces pour se retrouver. C'est pour ça que nous on continue d'appeler ça espace culturel de Chaillol. C'est d'abord un espace de relation. Donc ça, je pense que c'est un besoin fondamental de l'individu, de l'être humain, mais encore plus aujourd'hui où vraiment l'actualité nous donne peu de raisons de se réjouir. Donc je pense que les gens ont besoin de ça. Quand il y a une programmation qui est conçue pour justement permettre une qualité de relation entre les artistes et les habitants d'un bassin de vie, je pense que quelque chose, il y a un double fil qui se tresse. C'est-à-dire il y a la programmation et sa qualité, et il y a la manière dont on la met en œuvre dans un territoire avec énormément de soins sur comment on accueille les gens, comment on leur parle, comment ils connaissent notre proposition. Donc j'étais hier dans le Champsaur, là je suis arrivé ce matin pour venir à votre rencontre. On avait un concert un peu exceptionnel de Jean-Marie Machado, grand pianiste, compositeur de jazz, qui fête 4 décennies de création. Donc c'est un grand monsieur. Il a offert un récital de piano pour dire, voilà, c'est ma manière à moi de faire un anniversaire pour mes 40 ans de carrière, j'ai envie de jouer chez vous. Donc on a organisé pour lui ce concert. Et on était dans une petite salle de 70 places, on était complet, un dimanche après-midi à 18h. Et donc pour moi c'est très significatif parce qu'il faisait très beau, les gens sont en montagne, ils auraient pu être tout à fait ailleurs. On a vu les gens arriver, des enfants, des personnes du village, des anciens, et tout le monde a passé un très très bon moment. Je suis pas certain qu'ils venaient parce qu'ils connaissaient tous Jean-Marie Machado, mais je suis certain qu'en partant, ils savent qui il est et quel bon moment ils ont passé. Et donc la fois d'après, quand ils viendront pour quelque chose qu'ils ne connaissent pas encore, ils se diront que ça vaut le coup. C'est un peu ça, c'est entretenir la confiance et donc être très exigeant sur ce qu'on présente, présenter le meilleur parce que il n'y a pas d'autre moyen de créer une fidélité, c'est de pas se moquer des gens, c'est de présenter vraiment des produits de très très grande qualité d'élaboration. Et en plus, Jean-Marie est quelqu'un qui est heureux sur scène, c'est un homme heureux sur scène. Donc on le sent, il parle avec le public, il raconte des moments importants de sa carrière. Et cette manière d'adresser la musique, qui n'en fait pas simplement un geste un peu, comment dire, il n'y a pas d'idolâtrie de la musique. La musique, c'est une énergie, il faut qu'elle passe, il faut qu'elle circule. Et quand on ne la vénère pas comme une espèce de chose un peu impressionnante comme ça, quand elle est simplement respectée dans ce qu'elle est, les conditions de travail des artistes, etc., mais qu'ensuite les musiciens la laissent œuvrer, c'est-à-dire circuler entre les uns et les autres, il se passe des choses incroyables. Quel rapport justement vous avez avec ces artistes que vous programmez? Est-ce que vous parlez pendant de longs mois sur les compositions à venir? Est-ce que vous leur laissez un petit peu carte blanche? Comment ça se passe généralement la relation? Parce que au-delà du fait que vous soyez fondateur, directeur de l'Espace de Chaillol, vous êtes aussi directeur artistique, donc vous avez aussi une responsabilité sur ce que vous allez présenter au public. Comment se passe cette relation artiste avec vos équipes? Alors en fait, chaque projet est singulier, donc vraiment c'est du sur-mesure et on accompagne chaque projet différemment en fonction des besoins
où est-ce qu'on est ce projet? Il y a des projets qu'on a initiés, par exemple. Des projets, on a eu une intuition avec un artiste qui voulait faire quelque chose. Le cabaret Yiddish qu'on a donné il y a quelques mois ici, à Marseille, dans la salle du centre Edmond Flegg, avec le Fonds social juif unifié. Exactement. C'est un projet qui est parti du désir de l'artiste, de Marine Goldwasser. Et on a mis 1 an et demi à produire, à financer, à aller chercher des moyens, à aussi contraindre un peu parfois, en disant non, on peut pas aller vers là, c'est beaucoup trop vaste, on va se planter. Enfin, donc c'est vraiment quand on pilote un projet, on appelle ça en production déléguée, c'est-à-dire qu'on nous confie la responsabilité de la trajectoire du projet, on est très actif et au plus près de chacune des décisions. Il y a des projets où vous intervenez parce que vous sentez que ce projet, il va être juste, c'est pas vous qui le menez, mais il a besoin de moyens. On vient vous solliciter pour une résidence de 4 jours, en disant voilà, on aurait besoin de 4 jours de travail, on les finance. On paye tout, le salaire des artistes chaque jour, l'hébergement, les transports, etc. On intervient, le fait de choisir de soutenir ce projet, c'est une manière de dire on y contribue, mais on n'a pas la décision parce qu'il n'y a pas besoin. Voilà. Et puis il y a des projets sur lesquels on réfléchit juste à la manière dont on va le poser dans le territoire, parce que le projet il est fait, on n'y a pas contribué au sens de ce que j'expliquais précédemment, mais on peut pas se désintéresser de la manière dont il va résonner avec. Et là, c'est le travail de l'équipe extraordinaire de connaître un territoire dans ses moindres recoins. Combien il y a de secondes de résonance dans cette petite chapelle, combien il y a à la porte. Ça se joue à un détail, en fait. C'est une dentelle extraordinaire, dont je dois dire qu'elle est prise en charge admirablement par les 5 autres personnes qui constituent l'équipe de l'espace culturel de Chaillol et qui font le projet avec moi. C'est vraiment, si vous prenez un récital de piano comme hier, vous le mettez dans le mauvais endroit, mais il y a tout qui foire. C'est-à-dire, on n'entend pas, là, il y a trop de résonance. Donc, et à l'inverse, si vous faites un concert dans lequel il y a besoin d'un peu d'amplitude de résonance dans un lieu qui est totalement sec ou qui présente pas les qualités acoustiques nécessaires, tout le monde va être inconfortable, l'artiste et les spectateurs. Donc il y a vraiment ce truc de comment on accompagne un artiste à la rencontre d'un territoire dans lequel il n'habite pas, mais pour lequel il a un vrai désir de rencontre. Au-delà de ce confort des spectateurs et des artistes, est-ce qu'aujourd'hui, parce que tout passe aussi par les téléphones portables, par les réseaux sociaux, est-ce que ça a une importance aussi? Est-ce que parfois vous choisissez un lieu parce que c'est instagrammable et parce que visuellement ça a une portée qui peut justement avoir une résonance au-delà de votre territoire? Est-ce que ça, c'est des choses que vous prenez en compte aujourd'hui en 2025? On n'a jamais posé cette question. Là, je ferai une réponse. Je vais vous répondre la même chose que sur la programmation. En fait, dans les Hautes-Alpes, tout est instagrammable. C'est-à-dire que où que vous portiez votre regard, c'est vraiment sublime. Oui. Donc en fait, une petite chapelle qui est sur un piton rocheux, vous montez sur, vous garez votre voiture en bas, vous faites les 50 derniers mètres à pied et vous avez un coucher de soleil incroyable et vous êtes dans une petite salle de 70 places et vous allez écouter, je sais pas, un concert de jazz, de la musique du monde, ou un récital de piano classique. Franchement, vous sortez, il y a un peu de fraîcheur, la brise est là, la lumière est encore. Vous faites des photos ou pas, mais en tout cas, l'image vous marque, ça c'est certain. Donc dans tous les cas, vous n'avez pas à faire ce choix puisque c'est splendide. On va revenir justement sur le concert que vous avez organisé l'année dernière dans le cadre du Nouvel An juif avec le Fonds social juif unifié Marseille-Provence. Vous allez réitérer l'expérience cette année aussi? Oui, Elsa Charbit, donc qui m'avait sollicité pour ça, et on se connaît depuis très longtemps, et moi j'étais très heureux de contribuer à la vie culturelle de la communauté en fait. Et au-delà, parce qu'il n'y avait évidemment pas que des juifs qui étaient présents, et ça c'était aussi très important, c'était de dire en fait ce qui se passe au Centre Flegg et d'une manière générale organisée par la communauté juive concerne bien sûr les communautés organisées ou pas, mais aussi doivent intéresser des gens qui sont pas forcément, qui ne gravitent pas dans notre communauté. Donc c'était un vrai pari parce que c'était un concert un peu exigeant. Il y avait 6 musiciens au plateau plus un ingénieur du son, donc c'est beaucoup de technique et d'organisation. Et on a été très très heureux c'était plein à craquer et les gens étaient vraiment très heureux. Donc effectivement, Elsa m'a dit il faut qu'on recommence et donc on a imaginé déjà un peu quelque chose. Donc pas encore d'infos à nous donner. Hein. On va laisser la Je vais laisser Elsa dire quand est-ce qu'il faut en parler. Évidemment. Alors on va finir cette interview par les partenaires de cet événement car j'imagine ils sont fondamentaux dans le cadre de ce festival important. Oui, il y a beaucoup de partenaires publics. Alors on est vraiment, comme vous le savez peut-être, on est une scène conventionnée d'intérêt national, donc c'est un label, une appellation du ministère de la Culture qui réunit l'État, donc le ministère de la Culture, la région Sud, qui sont nos 2 premiers partenaires financiers très importants et historiques, le département des Hautes-Alpes, les communautés de communes du Champsaur-Val-Godemar et Serponçon-Val d'Avance, et puis toutes les communes partenaires sont aussi très présentes. Et au-delà on va dire des collectivités territoriales et de la puissance publique, on a tous les organismes qui soutiennent la musique en France. Je pense évidemment à la SACEM, qui est un partenaire très fort qui nous permet d'organiser les résidences, de passer des commandes aux compositeurs, etc., compositrices.
le Centre national de la musique, l'Office national de diffusion artistique, etc., etc. La Musique Nouvelle en Liberté, enfin la Maison de la musique contemporaine, l'ONDA, enfin toutes ces organisations contribuent à l'épanouissement de la musique en France et à l'international. Donc elles sont partenaires financiers du projet. Et fondamental évidemment pour le bon déroulé de ce festival qui aura lieu du 18 juillet au 10 août prochain. Peut-être finir cette interview par un dernier petit coup de cœur qu'on pourra peut-être écouter même à la fin de cette interview. Absolument. Je vous avais parlé de Julien Grassenbarbe. J'ai aussi, on a donné le concert d'ouverture à Guillaume de Chassis, un très grand musicien de jazz, mais qui a cette particularité d'être un grand amoureux de la chanson française. Il a sorti un album autour de Charles Trenet. Et je ne sais pas quelle image vous avez de Charles Trenet. C'est un grand totem, un grand monsieur de la chanson française. On connaît quelques airs comme ça, évidemment très connus, le débit de lait, je chante, etc. Mais ce qu'a fait Guillaume, c'est vraiment un hommage à Charles Trenet, avec André Mainviel, un chanteur qui a une gouaille et une truculence vraiment qui s'adapte parfaitement, et en jazzifiant un peu tout ça, avec Géraldine Laurent, qui est une saxophoniste assez extraordinaire aussi, une grande virtuosité. Et à trois, ils ont cette manière de célébrer les mots du poète, du fou chantant, comme on l'appelait, de Charles Trenet. Et c'est le concert d'ouverture, et je vous ai apporté un peu de son pour ça. Génial, on va l'écouter tout de suite. On écoute. Très beau son, effectivement, Michael Dian, cette composition qu'on pourra retrouver du coup le 18 juillet, c'est bien ça? C'est ça, jour d'ouverture. 18 juillet, 18 et 19 juillet. Absolument. 18 et 19 juillet, évidemment, à l'espace culturel de Chaillol. Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet, j'imagine. www.festivaldechaillol.com. Merci beaucoup, Michael Dian, d'être venu. Merci, Laura, merci beaucoup. Sur les ondes de Radio JM, nous raconter, comme chaque année, ce festival, cette 29e édition, et pourquoi pas la 30e, téléporter ce plateau magnifique de Radio JM là-bas, à Chaillol, ça pourrait être incroyable. Merci à vous. Merci beaucoup. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous.